Bonjour tout le monde, merci d'être là. On va parler de la prescription des médicaments contrôlés ou avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le sujet de la pertinence pour la prescription des médicaments, je pense que c'est un sujet qui est aussi vieux que les médicaments eux-mêmes et que les progrès de la pharmacie, de façon paradoxale, ont peut-être accentué le problème parce que ça a complexifié les prescriptions et donc c'est encore plus difficile, je pense, d'avoir une prescription qui soit optimisée. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont différentes et je pense qu'il n'y a aucun payeur qui est totalement content de ce qu'il dépense pour les prescriptions de médicaments parce que justement, il y a encore des locus d'imperfection qui sont importants et l'intelligence artificielle arrive là-dedans. Alors, ma première question, ce sera pour vous, Marguerite Cazeneuve. Est-ce que, par rapport à l'intelligence artificielle et spécifiquement pour l'instant la prescription des médicaments, peut-être que tout à l'heure on ira sur le diagnostic, on a dit qu'on aurait peut-être le droit d'en parler, est-ce que l'assurance maladie a un plan ? Alors, l'assurance maladie a toujours des plans et des plans, par principe. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'innovation avec l'intelligence artificielle, elle est déjà massivement diffusée et financée. Et donc, d'une certaine manière, la question de l'appropriation par le système et de son financement, elle se pose, mais pas non plus dans des termes critiques. Et donc, notamment, l'exemple le plus frappant, c'est pour ce qui concerne les personnes diabétiques, puisque aujourd'hui, vous avez des systèmes de boucles fermées, qu'on appelle de boucles fermées, et donc qui sont des dispositifs médicaux individuels à usage du patient, où là, vous avez un logiciel d'intelligence artificielle, un algorithme d'intelligence artificielle qui vient se plugger sur la pompe à insuline et sur le lecteur de glycémie. Et donc maintenant, aujourd'hui, grâce à la Haute Autorité de Santé qui a rendu ces évaluations possibles, on a une prescription. Alors là, on va même au-delà de la prescription, c'est qu'on a même la délivrance qui est contrôlée par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est sur la partie des dispositifs médicaux à destination des patients. Et donc on le verra après, et c'est là sans doute où on a le plus d'enjeux, c'est la question de tout ce qui relève de l'équipement des professionnels de santé. Donc le diagnostic notamment, donc tout ce qui est en imagerie et en anapath, puisque la question de l'équipement des professionnels de santé, elle se pose plus largement parce qu'on n'a pas d'évaluation. La Haute Autorité de Santé, elle n'est pas compétente sur ce champ-là, et donc il en résulte qu'on a des relations commerciales entre les professionnels de santé et les industriels, et que sans évaluation, on a un peu du mal, nous, à savoir où est-ce qu'il faut investir pour que justement ces prescriptions et ces équipements soient pertinents dans le système de santé. Ok, alors je vais repasser à toi, Franck, juste après, mais le sujet de l'évaluation, c'est un sujet qui est problématique pour tous les systèmes de soins, c'est-à-dire que les systèmes de soins savent à peu près évaluer les médicaments, ça fait 50 ans qu'ils le font. Les dispositifs médicaux, c'est peut-être moins rigoureux, mais ils font quelque chose quand même, et sur tout ce qui est lié au digital ou à l'intelligence artificielle, on ne sait pas si les critères doivent être les mêmes que pour les médicaments, et donc on ne sait pas quelle doit être la doctrine mature de ça. En fait, je pense que ce n'est pas exactement ça. Le sujet, c'est qu'on a deux types de dispositifs médicaux. Vous avez les dispositifs médicaux à usage individuel pour le patient, et en fait, là, c'est vraiment le jardin à la française, c'est super structuré, c'est comme le médicament. Vous avez un process d'évaluation qui fait que, à partir du moment où la Haute Autorité de Santé s'est prononcée, il y a une fixation des prix, etc. Et donc, dans les dispositifs médicaux à destination des patients où il y a de l'IA, c'est correctement évalué et c'est correctement remboursé. Donc en fait, honnêtement, je pense que sur ce champ, il n'y a pas tellement de sujets. La vraie question qui va se poser pour les industriels, c'est que ceux qui sont rentrés et qui ont très bien réussi, notamment sur le diabète, c'est parce qu'ils avaient 10 ans d'historique de données. Et donc les prochains acteurs qui vont rentrer sur ce remboursement, la question pour eux, ça va être les données, puisqu'en fait, c'est des nouveaux entrants, ils ont peu de données, et donc autant l'assurance maladie, elle va rembourser les prises en charge, autant c'est pas à l'assurance maladie de rembourser la collecte primaire des données, et donc c'est là où va y avoir un enjeu. En revanche, il y a des dispositifs médicaux qui sont des dispositifs médicaux collectifs. En fait, c'est de l'équipement pour les professionnels de santé. Et en fait, aujourd'hui, mais ce n'est pas propre à l'IA, hein, c'est vrai en robotique, c'est vrai en imagerie, etc. En fait, c'est un champ sur lequel il n'y a pas d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Et donc, en fait, vous êtes vraiment dans une relation commerciale entre un professionnel ou un établissement et un industriel. Et donc, c'est plus ça, pour moi, la distinction, c'est DM individuel à destination du patient ou équipement du professionnel. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra sur l'évaluation parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est très important. Franck, est-ce que tu veux nous dire un petit peu si tu veux réagir à ça et si ça te paraît compatible avec ce que tu sais de l'attente des professionnels ?
Oui, je te le disais quand on préparait cette table ronde, que le titre ne m'allait pas finalement. Alors, avec la lecture de Marguerite sur les dispositifs médicaux, le terme contrôlé me va. Et pourquoi le titre ne me va pas? Parce que je remplacerai le titre. C'est pas Marguerite qui a fait le titre, hein, je te le dis. Je sais. Bon, tant pis, j'espère que Guy ne va pas me blacklister à tout jamais, mais j'ai d'autres choses pour qu'il ne me blackliste pas, j'y arrive. Mais je transformerai le mot contrôlé par proposer. Je pense que l'IA fait déjà partie de notre quotidien. Que ChatGPT, il y a plein d'articles dessus sur ChatGPT médecine, ça fait partie ou ça va faire partie, et le chatbot, ça rentre clairement de plein pied dans notre quotidien. Ça va considérablement modifier nos métiers. Et ça, Marguerite, il faut qu'on en parle, parce que ça va donc modifier l'aspect financier de notre métier. Oui, je parlais de Guy. Guy, dans une interview sur ce sujet, disait, et je pense que c'est un bien pour les médecins, et c'est un bien pour les patients, c'est un bien pour les usagers. Aujourd'hui, on manque de temps médecin. On ne dit pas assez la vérité à nos concitoyens. Je ne dis pas qu'on leur ment, je dis qu'on ne dit pas assez la vérité. On ne dit pas à nos concitoyens que c'est une problématique mondiale, suffisamment. On ne dit pas à nos concitoyens que des choses que chacun comprendra, que la population mondiale, en 2 générations, a fait x2. On est passé de 4,5 à 9 milliards d'individus. En France, de 55 à 68 millions d'habitants. Qu'en 3 générations en France, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Qu'il y a donc plus de personnes âgées, donc plus de maladies chroniques, et donc que ça modifie profondément le métier de médecin, et il y a moins de temps médical. Et donc je pense qu'il faut le leur dire, et derrière apporter des solutions. Et la solution, me semble-t-il, c'est cette évolution naturelle, et l'IA va y concourir, de ce métier de médecin, qui doit être l'expert de la prise en charge, ce que Guy appelle le Antoine Griezmann. C'est comme ça que tu l'as dit, Guy, en disant demain, le métier de médecin, et entre autres le métier de médecin de famille, ce sera le Antoine Griezmann, c'est-à-dire celui qui distribue le jeu. Et ben moi, je pense qu'aujourd'hui, le métier de médecin de famille, c'est ce métier-là, et il va distribuer le jeu en faisant jouer les solistes, que sont les autres professions de santé, les médecins spécialistes et les autres professionnels. L'IA, là-dessus, va être d'un apport tout à fait considérable. Ça va évidemment simplifier les choses et nous donner du temps médical. L'IA va nous permettre d'appréhender finalement cette connaissance médicale. Je suis un peu plus vieux que toi, on fait la même spécialité, et je crois me souvenir quand j'étais jeune interne, il y a maintenant quelques années, qu'on disait la connaissance médicale, ça dure 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, les dernières données nous disent que tous les 72 jours, le savoir biologique est multiplié par 2. L'âge venant, le cerveau ne va pas marcher beaucoup mieux, pour aucun. On a donc absolument besoin de cette évolution. Mais quand je dis parlons-en, ok, parlons-en, parce que ça nécessite une modification en profondeur de notre organisation, de la façon dont on valorise l'expertise de nos métiers, parce que ça va changer à ce point. Et je pense que c'est un bien pour la société. Je ne suis pas en train de quémander quelque chose, mais je pense que ça va modifier les choses. On reviendra dessus parce que ça. On peut débattre pendant des heures comme ça. Ouais. C'est pas ce qu'on m'a demandé. Alors, je veux bien que vous réagissiez et que vous nous donniez un petit peu quel peut être le positionnement des acteurs complémentaires dans ce jeu-là. Est-ce que vous avez déjà une idée de ça? Est-ce qu'il y a des initiatives qui se montent en parallèle ou est-ce qu'au contraire, ça doit être en partenariat avec l'assurance maladie obligatoire? Alors, je reviendrai sur l'assurance maladie et les partenariats. Il faut absolument parler. Mais moi, je voulais revenir sur puisqu'on a le droit de critiquer le titre. On a tout le droit. Moi, j'aurais préféré que le titre soit la pertinence ou la qualité du parcours de soins du patient aidé par l'IA. C'est-à-dire, ça me gêne beaucoup de restreindre le sujet à un temps très, très, très court, très précis, comme ça me gênerait de restreindre à un acte médical, comme à une profession médicale. Donc je vais y revenir. Alors, d'où je parle, Malakoff Humanis, on est un groupe de protection sociale, hein, donc on est un payeur, quelque part, complémentaire à la sécurité sociale. Et effectivement, nous pensons qu'on a un rôle aussi à jouer dans la performance du système, à travers notre rôle de payeur, et à travers surtout la relation qu'on a avec nos clients assurés, qui sont aussi des clients, qui sont des personnes normales, qui vivent dans leur entreprise, etc. À ce titre, j'y reviendrai, on a des occasions de déployer des politiques et des solutions d'intérêt, j'allais dire, à la fois en prévention et dans le parcours de soins qui peuvent être intéressantes. Donc c'est vraiment à ce titre-là qu'on veut travailler et qu'on aimerait d'ailleurs pouvoir le faire de façon plus efficace en partenariat avec le régime obligatoire. Mais moi, l'IA, je ne le vois pas, juste pour revenir maintenant cette fois-ci sur le sujet,
je n'arrive pas à concevoir l'IA tout seul. Donc, moi, quand je mets IA, je mets digital et data avec de l'IA. L'IA, c'est l'intelligence. Le digital, c'est la connectivité, l'abolition des distances, la e-santé, etc. Et la data, c'est évidemment ce qui devrait se partager plus aujourd'hui, notamment à tous les niveaux, tous les intervenants, et pas juste entre le médecin et le médecin. Voilà, faire court. Et donc, quand je pense à l'IA comme ça, je pense que, en fait, j'ai complètement changé ce que j'avais prévu de dire. Donc, j'ai écouté les tables rondes précédentes et franchement, je me dis, mais c'est pas possible, ça fait 10 ans, 20 ans que, et Guy Valancien l'a très bien redit aussi, qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire, mais on rajoute, j'allais dire, des éléments d'amélioration sur une structuration du système qui, elle, ne bouge jamais. Séparation, ville-hôpital, exercice isolé de la médecine, absence de prise en compte du patient dans le sujet, comme un sujet pensant et agissant et pas simplement un patient, si vous voyez ce que je veux dire en réalité. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que l'IA associée au digital et à la data, ça permet de sortir du cadre, ça permet de penser complètement autrement la prise en charge et notamment de sortir de la seule interrelation, la bulle médecin-malade. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent, par exemple, que les consultations de prévention aux âges de la vie, telles qu'elles ont été pensées, dans une seule consultation isolée médecin-malade, ça ne va pas bien fonctionner. Il faut, augmenter ça d'un écosystème environnemental qui va permettre de créer des parcours autour de ça. Voilà ce qu'on essaye de faire et ce qu'on aimerait pouvoir faire. Et ça permet de s'inscrire dans la vie réelle, on en a parlé plusieurs fois. La santé, ce n'est pas juste au moment où je rencontre mon médecin, quand j'ai la chance de pouvoir le rencontrer, mais c'est dans ma vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, l'IA permet de la prendre en compte, notamment dans la prescription. Alors, plus directement, est-ce que vous voulez nous dire ce que les mutualistes, vous ou la mutualité en général, ou les complémentaires en général, comment ils peuvent se positionner les complémentaires en général, je ne sais pas. Je préfère de parler de ma propre structure, parce que voilà. Allez-y. Les complémentaires en général, elles peuvent faire des choses, mais effectivement, elles demandent aussi qu'on mette en place un système incitatif à ça. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Mais on en reparlera peut-être on abordera la question du modèle économique. Nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Tout simplement, on a un canal relationnel avec nos clients, d'ailleurs comme l'assurance maladie peut l'avoir avec Amélie, avec les assurés sociaux. Et ce qu'on essaye, c'est d'utiliser ce canal relationnel. On a un double canal relationnel, en fait, parce qu'on est principalement un assureur d'entreprise. Donc on a un canal relationnel avec nos clients et on a un canal relationnel avec les employeurs de nos assurés, qui sont aussi nos clients d'ailleurs, et qui sont très très intéressés pour faire de la santé dans l'entreprise, pour un tas de raisons. Ce n'est pas le sujet de la table ronde, donc je ne vais pas m'y étendre, mais bref, on a des entreprises qui sont extrêmement demandeuses aujourd'hui d'avoir des outils pratico-pratiques pour faire en sorte que leurs salariés soient moins malades, etc., ou mieux pris en charge quand ils ont des problèmes. Donc ce qu'on essaye de faire, tout simplement, c'est de mettre en place des solutions qui vont capter de la donnée auprès de la personne, un système d'IA qui va pouvoir, à travers soit des règles d'expertise médicale, des choses comme ça, comment dirais-je, positionner le patient dans une sorte de profilage, si vous voulez, de profilage, et ensuite, ça nous permet soit de l'orienter vers son médecin traitant pour une prise en charge adaptée, et mon rêve, c'est que le médecin traitant puisse évidemment recevoir le profilage du patient, c'est qu'on dise au médecin traitant, vous voyez ce patient parce que nous vous l'adressons, nous, c'est nous, à la limite, nous, malacofumanistes, pas un problème. Nous vous l'adressons parce qu'il y a tel et tel sujet, et ça va permettre au médecin traitant d'aller beaucoup plus vite sur les sujets d'intérêt, parce que d'un point de vue automatique, via du digital et de l'IA, on aura pré-cibler le sujet, pré-diagnostiquer, je n'aime pas utiliser ce mot-là parce que ce n'est pas exactement ça, mais donc prédéterminer les conditions d'intérêt pour un médecin, par exemple, suspicion de diabète, par exemple, suspicion de risque de problèmes cardiovasculaires, je ne sais pas, ce genre de choses. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, de façon opérationnelle. On a une expérimentation, on a plus de 10 000 personnes, là en 2023. Je vous laisse terminer, et puis après qui viennent de le faire. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on a orienté notre assuré, on a donner au médecin, si possible, des éléments complémentaires. Ce qu'on veut, c'est augmenter le médecin. Et ensuite, on veut l'accompagner dans son parcours de suivi. Et le dernier point que je voudrais dire, on en parlera de l'évaluation, mais
quand on conçoit ces systèmes comme ça, qui sont des systèmes digitaux, nous, il est figital, hein, donc on y met de l'humain quand même dedans, mais on met de l'évaluation by design, c'est-à-dire qu'on inclut dans la conception le système qui va nous permettre de faire une évaluation à la fois de l'usage, de l'impact, du parcours de soins effectif tel qu'il est mis en place. Donc en fait, ça ouvre un champ des possibles qui est incroyable. Mais aujourd'hui, on est tellement occupé par les problèmes de la structure actuelle. Moi, je pense que ce champ-là incroyable, il est de nature à repenser l'organisation des soins, etc. Mais il faut un peu s'en abstraire dans un premier temps. Donc nous, on repart du patient et de sa vie quotidienne pour essayer de proposer quelque chose. Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce que tu veux nous parler de ta solution qui, là, pour le coup, ne sort pas du tout du sujet de la table ronde? Justement, j'aime bien ton titre de table ronde, donc je te remercie. Okay. Il me convient très bien. Alors nous, chez les startups, on n'a pas la puissance de la CNAM. Alors tu peux nous dire comment elle s'appelle? Pozos, ouais, je vais le dire après, de toute façon, forcément, mais on n'a pas la puissance de la CNAM, on n'a pas la capacité à agir sur un parcours de soins, on est forcément très concret sur une problématique, et c'est plutôt celle que Franck expliquait, c'est que le médecin aujourd'hui, on lui demande d'être disponible, alors qu'il est débordé. Donc d'être toujours plus disponible pour toujours plus de patients, un accès aux soins qu'on veut maintenir, sauf qu'il est débordé, il n'a pas le temps. Et ce qu'on demande aujourd'hui, depuis le début de la matinée, c'est d'être dans la pertinence des soins, dans la qualité des soins, donc d'être infaillible. Donc le médecin doit travailler plus rapidement pour être disponible et être en plus infaillible. Parle-nous de la solution. Donc c'est l'équation justement qu'on veut résoudre chez Pozos. Et notre conviction, c'est que seul un médecin assisté peut réussir à résoudre ce problème-là. Assisté par un outil numérique, donc Pozos qu'on a construit, qui permet concrètement de faire 3 choses dans la personnalisation de la prise en charge. C'est le plus important, faire gagner du temps aux médecins. Et un problème de tous les médecins, de tous les pharmaciens, de tous les infirmiers, c'est la ressaisie d'informations. Aujourd'hui, ils passent leur temps à ressaisir de l'information. Typiquement, quand on arrive à l'hôpital, l'anesthésiste va ressaisir pendant 5 minutes les traitements de ville du patient dans son logiciel. Le médecin de ville va ressaisir les traitements de sortie d'hôpital dans son logiciel. Donc, chez Pozos, par exemple, on permet d'automatiser complètement cette ressaisie. On prend son téléphone portable, on prend en photo les ordonnances, automatiquement, tout est retranscrit dans le logiciel. 5 minutes de gagné par patient. À l'échelle de la France, c'est énorme. Deuxième effet, on garantit au médecin de ne pas passer à côté d'un risque médicamenteux. Parce que le médecin infaillible, pour la prescription, c'est garantir que chacun des médicaments est compatible avec les autres, garantir que chacun des médicaments est compatible avec le profil du patient, qui peut être insuffisant rénal, diabétique, garantir que la posologie est adaptée au patient. Quand on a 10 médicaments chez un patient âgé, c'est quasiment mission impossible. Un pharmacien clinique met 30 minutes à faire une revue de médication. Aucun médecin en France a 30 minutes pour faire une revue de médication. Avec Pozos, tout est croisé automatiquement, c'est 5 secondes. Et troisième effet, parce qu'on ne laisse jamais le médecin face à une alerte ou un risque sans solution, pour chaque risque médicamenteux, c'est là que l'IA agit, elle va proposer le ou les médicaments plus appropriés, donc entièrement compatibles avec le profil du médecin. Concrètement, on est sûr qu'un patient qui sort d'une pharmacie, d'un hôpital ou d'un cabinet médical n'a plus de risque médicamenteux non corrigé par le médecin. Merci beaucoup. Alors, je veux bien vous faire réagir là-dessus parce qu'on voit dans ce qu'il vient de décrire qu'il y a à la fois un enjeu de productivité et puis un enjeu de qualité ou de pertinence. Est-ce que c'est typiquement une solution qui pourrait être soutenue? Et vu qu'on a dit tout à l'heure que l'évaluation n'est pas mature, comment est-ce qu'il faudrait que ce genre de solution, pas seulement celle-là, puisse démontrer un réel bénéfice clinique, y compris à l'échelle populationnelle, par exemple? Je ne sais pas. C'est là où c'est hyper intéressant. C'est que là, typiquement, on est dans une solution qui n'est pas une solution pour un patient en particulier, mais qui est une solution pour un professionnel. Et donc, on vient dans cette zone un peu floue, c'est un peu la jungle et la loi du marché, où effectivement, des industriels doivent convaincre des professionnels. Et donc, ils ont 3 arguments. Vous avez 3 arguments vis-à-vis des professionnels et des établissements. C'est la productivité, donc vous en avez parlé. Le confort du professionnel, vous en avez parlé aussi. Et puis la qualité, c'est-à-dire le fait d'être infaillible, en tout cas voilà. Et donc ça, normalement, c'est trois arguments qui sont de nature à convaincre, entre guillemets, l'acheteur, qui est le professionnel de santé, d'acquérir des outils. Et nous, à la fin, assurance maladie, j'allais dire, on le paie parce qu'on a soit un forfait technique, soit c'est dans la nomenclature, etc. Donc on arrive, nous, j'allais dire, en dernier recours dans la manière dont la tarification avec les médecins est prévue. Mais donc, honnêtement, pour les professionnels, s'il y a une proof of value, si ce que vous faites, c'est bien, Monsieur De Wilder
va évidemment l'acheter parce que ça va lui permettre de gagner et en confort et en productivité et en qualité pour ses patients. Là où ça devient plus compliqué, c'est tous les dispositifs, et donc vous en avez aussi, qui sont à destination des médecins, des établissements, etc., mais qui en réalité ont des externalités positives pour l'ensemble du système. Et donc, par exemple, j'ai un système qui permet de réduire les réhospitalisations, etc. Je vais le vendre, je vais aller voir l'hôpital pour lui dire, voilà, grâce à moi, la sortie d'hospitalisation, elle va mieux se faire, elle va être plus organisée, etc. L'établissement, de manière très cynique, n'a rien à gagner. Il n'a pas à gagner, si ce n'est évidemment son... Bon, mais il n'a pas à gagner d'un point de vue strict. Or, pour le système de santé, l'assurance maladie, etc., c'est clair qu'il y a des externalités positives pour l'ensemble du système, pour le patient. Et donc ça, c'est un peu là où, d'une certaine manière, on a une zone grise en matière de financement. Et donc ça pose pour moi deux questions. Je pense qu'il faut qu'on arrive à identifier avec les industriels et avec les professionnels là où, d'une certaine manière, la loi du marché, stricto sensu, ne fonctionne pas et où nous, il faut qu'on intervienne. Et donc, c'est des champs, je pense qu'il faut qu'on arrive à identifier. C'est beaucoup sur les parcours, donc c'est pour ça que c'est intéressant le titre de votre table ronde. Donc là, pour moi, c'est des cahiers des charges qu'on doit co-construire ensemble. Et puis, ça pose une deuxième question qui est plus globalement le principe de l'évaluation de tous ces équipements pour les professionnels, parce qu'à la fin des fins, c'est vrai que sur le papier, on se dit, vous avez un super dispositif, comme il est super, il va être acheté, et puis comme cet achat a été pertinent, nous, assurance maladie, c'est normal qu'on paie le professionnel à hauteur de ces charges-là. Mais la réalité, c'est que, par exemple, en imagerie, vous avez 60% des logiciels qui sortent avec de l'IA qui n'ont jamais été évalués par des pairs, et donc en fait, les professionnels ils achètent du matériel, certains hyper performants, certains pas performants du tout. Et nous, à la fin, d'une certaine manière, on paie la facture. Donc c'est problématique pour nous parce qu'on paie à l'aveugle. Et de l'autre côté, quand il y a des super innovations organisationnelles ou autres pour le professionnel de santé, c'est aussi anormal qu'il n'y ait pas une évaluation de la haute autorité de santé ou avec des pairs qui permettent de dire, voilà, cette innovation-là, en fait, elle change vraiment la vie du médecin, du patient, du parcours de soins, etc. Et donc cet argent-là, on le provisionne et on l'inscrit dans les différents canaux de financement que l'assurance maladie a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on paie à l'aveugle et donc on paie sans doute mal. Alors, Franck, je vais te faire réagir parce qu'il y a une perche directe, mais juste avant ça, on en revient au sujet de l'évaluation. Et il y a un autre truc, c'est que beaucoup de ces solutions aujourd'hui viennent de start-up. Et Emmanuel, il lève de l'argent. Dans 12 mois, il n'y en a plus. Il y a un enjeu de timing qui est plus important pour les start-up que pour les grands groupes. Non pas que les grands groupes ne veuillent pas aller vite aussi, et c'est normal, mais les start-up sont soumises à ça. Et j'en discutais hier avec un directeur d'un cabinet de conseil qui me disait on fait un choix risqué en ce moment, mais on conseille plutôt à nos start-up d'aller à l'étranger parce qu'on a l'impression que ça va plus vite. Ce n'est pas du tout pour dire qu'il faut que ça se passe comme ça, mais comment est-ce que vous pensez que ça peut aller plus vite, quitte aussi à ce qu'un éventuel déremboursement soit accéléré si jamais au bout d'un an on s'aperçoit que la solution ne tient pas ses promesses? Ouais. Alors, là-dessus, je suis toujours un peu réservée parce que je pense qu'à la fin, quand on regarde d'un peu près ce sujet, la question, c'est juste que le marché français, il est petit. Et donc, quand vous allez aux États-Unis, vous avez un groupe totalement intégré. Donc, quand vous vendez votre solution, en fait, vous avez tout de suite une masse critique qui fait que le marché a un intérêt en soi. Donc là, ça nous interroge plutôt sur les règles normatives d'interopérabilité, etc., sur lesquelles on travaille par ailleurs. Mais pour ce qui, sur le... Est-ce que vous pouvez juste me redire? Oui, comment on fait pour que ça aille un peu plus vite pour les boîtes, qu'elles commencent à faire du business? Merci. Sur la partie patient, honnêtement, alors peut-être que les industriels ici vont me contredire, mais ça va super vite. Enfin, je veux dire, en 2020, la Haute Autorité de Santé, elle sort sur l'IA en 2020. Ensuite, tous les dispositifs médicaux contenant de l'IA à destination des patients, ils ont été remboursés. Et par ailleurs, on a plein de dispositifs, parce que c'est un jardin à la française, c'est un parcours hyper régulé, etc. Mais il y a plein de court-circuits pour aller beaucoup plus vite. Et donc, ça s'appelle PECAN, ça s'appelle le forfait innovation. Donc, on a honnêtement plein de dispositifs qui nous permettent d'aller vite sur le marché. Mais ensuite, pour les DM, pour toutes les boîtes, les startups qui font qui développent des solutions pour les professionnels, en fait, nous, Assurance Maladie, on n'est pas tellement dans le jeu, quoi. C'est parce qu'on n'est pas sur une question de remboursement, c'est une relation B2B. Et donc là, en fait, vous êtes une boîte, vous vendez un service, et donc en fait, si votre service il a de la valeur, la personne en face, elle va l'acheter ou pas. Mais nous, je veux dire, on intervient beaucoup plus tard. Donc c'est hyper différent en termes d'évaluation et de financement.
Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue, Franck? Est-ce que tu penses que les médecins doivent payer pour le genre de solution des manuels, ou est-ce que tu t'attends aussi à un soutien de l'assurance maladie, qui par ailleurs nous soutient beaucoup déjà, on peut le dire quand même? Finalement, c'est toute la problématique du temps d'épreuve, n'est-ce pas, qui est d'actualité, Marguerite. C'est comme ça que c'est exprimé. Non, c'est vrai, c'est la problématique du temps d'épreuve et de l'innovation. Et de comment on accède à l'innovation. Comment on accède, les professionnels de santé, mais au service des patients. Comment l'innovation va permettre de résoudre le problème d'accès aux soins. Et comment on la finance. À la question que tu poses, il est évident qu'aujourd'hui, même si ça va évidemment faire bondir Marguerite, mais on se reverra pour les négos, c'est pas avec les tarifs pratiqués aujourd'hui qu'on va permettre aux médecins d'innover et de faire des paris. Je ne suis pas en train de dire que l'assurance maladie doit faire ses paris, mais il y a un moment, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions, parce que ce temps d'épreuve nécessite un certain temps, même si on va vite, on le sait bien dans tous les domaines. Les études pharmaceutiques sur du médicament, les études sur des prises en charge chirurgicales ou techniques, ça nécessite un petit peu de temps, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et pourtant, il y a urgence. Il y a urgence parce que nos concitoyens peinent à trouver aujourd'hui un accès à un médecin de façon de plus en plus importante. Ça va s'aggraver. Le ministre de la Santé disait récemment ça va s'aggraver pendant 7-8 ans, que nenni, ça va s'arriver pendant 20 ou 30 ans. Regardons les rapports du HCAM, ça va s'aggraver. Et donc, comment on a cette souplesse, finalement, cette agilité pour aller un peu plus vite. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on ait ce pari, peut-être avec des cofinancements et des financeurs divers. Assurance maladie, bien sûr. Médecin, peut-être, quand il le peut. Assurance complémentaire aussi. Je pense qu'il va falloir ouvrir ces champs nouveaux qu'aujourd'hui on s'est toujours interdit d'ouvrir depuis la création de la Sécu en 1945, donc, finalement. Parce que vous avez dit un truc sur la solution type des manuels sur les prescriptions de médicaments, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est que c'est plutôt en direct avec le praticien qui va y trouver son compte d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'il a envie de bien faire son métier, soit parce qu'il va améliorer sa propre équation économique. Après, les prescriptions de médicaments en France, comme dans tous les pays, ça n'est pas parfait. Et il y a peut-être des prescriptions qui pourraient être lâchées, donc des dépenses directes, mais aussi des dépenses indirectes d'hospitalisation, par exemple, pour complications iatrogènes. Donc, honnêtement, peut-être que l'assurance maladie est aussi intéressée à ce que ces solutions se déploient massivement dans un marché qui est imparfait comme tous les marchés de la santé. Non, mais c'est pour ça que moi, je trouve que la solution dont on parlait, elle est super intéressante. Parce qu'elle est super intéressante, parce que, en fait, sur les trois choses qui ont un intérêt pour le professionnel, en fait, vous cochez les cases. Mais effectivement, il y a aussi des externalités positives que nous, on doit prendre en compte. Et donc, moi, je trouve que typiquement, sur tout ce qui relève de la prescription, donc c'est un très bon exemple, prescription en ville, la limitation des prescriptions, la juste prescription. Nous, on a un enjeu considérable sur le bon usage dans les mois et dans les années à venir. Et donc, c'est clair que typiquement, ça fait partie des solutions sur lesquelles on pourrait se dire, soit on a un financement direct avec un appel à projet parce qu'on circonscrit le sujet et on se dit c'est vraiment là qu'il faut aller, soit on a dans notre relation conventionnelle avec les médecins, on dit aux médecins, ben voilà, aujourd'hui, un médecin généraliste, ça prescrit en moyenne 750 000 euros de prescription chaque année. Alors, pas que du médicament, mais aussi du médicament. Et le médicament, c'est 50% de l'impact carbone du système de santé. Donc, je veux dire, pour toutes les raisons, santé publique, impact écologique, impact économique, etc., on voit bien qu'on surconsomme en France du médicament et que le médicament, il est sur prescription. Et donc, si effectivement, à un moment donné, on arrive aussi à construire des mécanismes intelligents de pertinence de la prescription, de pertinence de la délivrance avec les professionnels de santé, c'est aussi une autre manière pour nous, j'allais dire, de modifier un peu les enveloppes, de dire on met un peu moins d'argent sur le médicament pour valoriser un peu mieux les professionnels de santé. Mais ça suppose qu'on arrive à trouver un système un peu contractuel où finalement, qui ne se passe évidemment pas au détriment du patient, le sujet c'est pas de rationner, mais c'est de se dire la juste prescription. Nous, on est prête à la financer directement au médecin. Mais du coup, c'est un deal un peu gagnant-gagnant. Et en fait, c'est un peu le... Alors, quels indicateurs vous retiendriez ? C'est là où il faut qu'on réfléchisse. Mais par exemple, quand vous regardez le nombre de prescriptions, le pourcentage de prescriptions qui sont suivies d'une délivrance de médicaments, enfin, d'une consultation, suivie d'une prescription de médicaments, en France, c'est, je crois, 75%, et en Allemagne, c'est moins de 50%. Et donc, par exemple, l'indicateur de la consultation qui est suivie ou non d'une prescription médicamenteuse, par exemple, ça peut être un sujet. On a, quand vous regardez les écarts types et la distribution des professionnels de santé en matière de prescription de médicaments, vous avez des très gros écarts types. Et donc peut-être qu'il faut qu'on valorise
une fois qu'on a standardisé les patientèles, corrigé les effets taille, les effets vieillissement de la population, etc., mais qu'on favorise, on encourage, d'une certaine manière, un bonus pour les professionnels qui s'orientent vers la sobriété. La sobriété, ou en tout cas, ce n'est pas systématiquement le médicament, mais c'est l'entretien en matière de prévention, c'est les interventions non médicamenteuses, etc. C'est l'accompagnement du patient sur sa nutrition, son alimentation, son activité physique, etc. C'est tout un ensemble de choses, et ce n'est pas nécessairement que du médicament tout de suite qui fait que... en tout cas, ça, on pourrait le valoriser, j'allais dire, pour les prescripteurs qui rentrent dans cette logique-là de manière contractuelle, notamment dans la convention. Emmanuel, tu vas rajouter. Je voudrais aussi pour défendre aussi la position de l'État. Pour nous, start-upers, en fait, en tout cas, il y a un vrai soutien aussi à cette étape supplémentaire, puisque typiquement Posos, l'année dernière, le ministère de la Santé a financé une étude très importante dans 12 hôpitaux en France, 100 médecins investigateurs, où on va évaluer le médecin équipé de Posos versus le médecin qui n'a pas Posos, qui soigne mieux, en faisant moins d'erreurs, en des prescriptions plus justes, qui soigne plus rapidement, ce qui est nécessaire aussi. Donc une fois que l'étude va être publiée, les résultats en tout cas, nous on s'attend évidemment à pouvoir lancer ce débat-là. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas, je pense, une question de volume de prescription, de dire qu'on va enlever un médicament ou deux dans la prescription, c'est plutôt la justesse de la prescription, c'est la bonne prescription. Pour reprendre un peu alors, le sujet de ce midi, on avait une table ronde avec Airbus. À l'échelle de l'Europe, les effets indésirables graves qui entraînent des décès dus aux médicaments, c'est 200 000 morts chaque année. Donc c'est 1000 Airbus qui s'écrasent sur l'Europe chaque année à cause des erreurs de prescription. Parce que les médecins sont débordés, ils n'ont pas 30 000 par patient pour tout contrôler. 50% sont réductibles juste par un check de cette prescription-là. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de l'impact sur la France, si tous les médecins avaient un outil comme ça pour prescrire, donc une IA pour prescrire, je pense qu'on ne serait plus en train de compter les sous d'un volume, mais on serait vraiment sur un changement massif. Mais il faut le prouver. Et là-dessus, on est soutenu. Donc, next step, ce sera important de pouvoir en parler. Effectivement, la polymédication, enfin, la iatrogénie, etc., l'assurance maladie a beaucoup publié sur ce sujet. C'est un énorme sujet de santé publique, je veux dire, indépendamment des autres. Et donc, voilà, c'est effectivement la juste prescription. Mais souvent, la juste prescription, c'est quand même plutôt moins que plus. Plutôt moins que plus. Ok, ça marche. Ouais, vas-y. Tu voulais dire un truc ? Oui. Ouais. Et après, Ça semble être une évidence. Donc, on ne va pas aller contre. Évidemment qu'on ne va pas aller contre. Avec simplement une ligne rouge, c'est qu'on fasse bien le distinguo entre la pertinence et où l'IA va évidemment jouer un rôle important et l'efficience, finalement, entre le bon usage sur des recommandations scientifiques, HAS ou sociétés scientifiques sur des niveaux de preuve élevés, et l'efficience que je pourrais rapprocher finalement d'une certaine maîtrise comptable et pas forcément médicale. Et donc moi je pense que l'évolution elle est là. Mais on a des progrès, je pense qu'on n'aura pas le temps ou peut-être d'aborder la partie diagnostique. Mais on est gastroentologues tous les deux. Quand il y a quelques années à la tête de mon conseil national professionnel, lors des journées de gastroentologues à Paris, on confronte finalement les coloscopies de dépistage avec nos voisins européens. Et on prend une claque phénoménale. C'était il y a 10 ans de ça. Parce que je me souviens que le professeur Evelyne Dickers, qui est universitaire à Amsterdam, nous dit « Mais vous faites combien de coloscopies en France ? 1 400 000. Quels sont vos résultats ?» Je ne sais pas. Combien de cancers évités ? On ne sait pas, parce que personne ne sait. Et à ce moment-là, et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, de la pertinence et de la qualité. On dit « Mais chez nous, les professionnels de santé, et tu le sais bien, et on le sait bien, se sont pris par la main, et c'est eux d'ailleurs qui ont pris l'initiative, sur des critères de qualité, de pertinence qui sont absolument infaillibles et parfaitement prouvés scientifiquement, ont amélioré, dans une route d'Hemming finalement, leurs pratiques, ces sources d'économie. Il faut avoir un raisonnement moyen-termiste parce que c'est vrai qu'avec un financement année après année au travers de l'Ondam annuel, on n'arrive pas à prouver ça, mais ce cercle vertueux est à poursuivre. Mais la ligne rouge, je tiens absolument, de toute façon, la ligne rouge de la science. C'est pas une maîtrise comptable sèche en disant c'est là en faire des économies, mais je pense qu'on pense jamais la politique de la science. Mais... Jamais. Non, nous, on défend les assurés, hein, on est là pour les assurer. Jamais, j'en suis certain. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un sujet spécifiquement français d'une vraie difficulté à laisser se déployer l'innovation, que ce soit de l'IA ou des solutions, par un problème de modèle économique figé, qui est d'ailleurs qui tient au problème de l'organisation figée. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'avait dit Étienne Malienne tout à l'heure.
on est toujours dans les 20%, on ne s'intéresse toujours pas aux 80% de processus d'amélioration qui ne sont pas dans les organisations actuelles, mais qui sont dans tout le potentiel qu'on peut ouvrir avec des solutions d'IA. Je vais prendre des exemples. Aujourd'hui, d'ailleurs Marguerite l'a dit, quand on est un DM, quand on est un médicament, il y a des processus d'accès au marché qui existent. C'est pratique, c'est très bien. Quand on est autre chose, c'est-à-dire quand on est véritablement nouveau, innovant, différent, etc., il faut trouver... Il n'y a pas de processus d'accès au marché, et il y a un problème de market access, notamment pour les startups. Nous, on travaille avec beaucoup de startups. Elles viennent nous voir, d'ailleurs. L'assurance maladie n'a pas véritablement de capacité à mettre des financements, à part des petites enveloppes expérimentales, etc., mais c'est compliqué. Nous, elles nous le demandent. On n'a pas beaucoup plus de capacité non plus, d'ailleurs. Et on voit bien qu'elles ont du mal, tout simplement. Il y a un écosystème de la health tech en France qui est super développé, et il y a une vraie faiblesse sur la capacité à financer durablement les services. Mais justement, comme il nous reste 2 minutes, tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat potentiel avec l'assurance maladie. Est-ce que vous avez des hypothèses? Est-ce que ça doit être, nous, on prend 20%, vous prenez 80%, ou alors on fait un tiers, j'en sais pas. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça qu'on veut faire. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a proposé de cofinancer les consultations de prévention. Ça n'a pas été possible, mais c'est pas très grave. On va copiloter, j'espère, le programme de génération sans carie en dentaire. En tout cas, c'est inscrit dans la convention dentaire, et je trouve ça très bien. Mais je prends un exemple sur les articles 51. Vous voyez, il y a eu une idée plutôt pas mal. On va avoir des systèmes complètement innovants de financement des soins qui dérogent à toutes les règles existantes. Très bien. Je vous invite à regarder le PLFSS et à lire l'article qui correspond à l'inscription dans le droit commun des expérimentations, article 51. Ça va être encore une usine à gaz réglementaire. Non, ça ne va rien. Là, franchement, Non, ça va être une usine à gaz réglementaire, je peux me permettre. Et là-dessus, moi, ce que je demande, c'est qu'on puisse travailler ensemble, justement, sur c'est quoi les bonnes façons de financer ces soins-là, de façon à ce qu'on puisse, ces innovations-là, de façon à ce qu'elles puissent se développer, effectivement, sur le marché, parce qu'aujourd'hui, elles existent, mais elles ont du mal à se développer. Et encore une fois, sur l'innovation technologique, je le redis, l'assurance maladie, 99% des startups qui viennent me voir, elles me disent « Est-ce que vous pouvez me financer ?» En fait, assurance maladie, ce n'est pas son job de financer des startups. Et ce n'est pas votre job non plus. Le sujet en France, c'est d'avoir un système d'évaluation par des scientifiques, donc un tiers. Nous, on n'est pas à la fois les évaluateurs et les payeurs. Et donc, il faut une évaluation scientifique par des pairs. Et sur la base de ces évaluations scientifiques, ensuite, il y a une relation, en tout cas, il y a une mise au remboursement ou alors une intégration dans les actes, etc. Et nous, assurance maladie, nous, en tant que financeurs, on exécute les décisions qui sont celles du législateur et qui sont celles de la communauté scientifique par rapport à des évaluations. On ne décide pas de financer X, Y, Z parce que on trouve ça super. Et juste pour finir, il nous reste 7 secondes. Ça représente combien de budget aujourd'hui, l'assurance maladie? Justement, les technologies d'intelligence artificielle, vous sauriez dire ça? Non, je ne saurais pas dire ça parce que c'est beaucoup embarqué, notamment en imagerie, en anapath, etc. Donc c'est un peu compliqué à dire. Ouais. Okay. Mais je prends la question. Ok, merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir écouté.